et coup de cigare. Alors, chaque année, avant, j'avais droit à Pierre-Yves Géolet, qui, en tant que président de fédération, faisait un discours avec pas mal de paragraphes et de phrases en allemand. Et cette année, je me suis dit, ben, je suis tranquille, il n'est plus le président de fédération, donc je ne suis pas obligé d'apprendre des paragraphes en allemand. Mais je ne savais pas que j'avais désigné Éléonore Simonet, qui parle beaucoup mieux allemand que Pierre-Yves Géolet, donc on peut l'applaudir bien fort, mais c'est pas mis dans l'embarras. Alors, certains, et je remercie les propos par rapport au fait de pouvoir venir ici, c'est vrai que l'année passée, malheureusement, je n'avais pas pu être parmi vous en raison des négociations fédérales, donc je suis vraiment heureux et j'ai pu parvenir à votre destination puisque je roule avec une voiture allemande et donc ça pouvait être de la Deutsche Qualität. Et donc dans ce cas, j'étais certain d'arriver à destination, d'ailleurs une voiture fabriquée à Stuttgart où je rends visite à nos amis libéraux allemands dans quelques mois puisque ils célébreront un anniversaire au niveau de notre parti frère en Allemagne. Alors, avant d'aller plus loin dans ce discours, je voulais qu'on passe un moment, quelques instants, pour saluer un combat libéral. Un combat libéral à travers le monde dont on ne parle pas beaucoup dans nos médias, ce qui, à mon sens, dénote de certaines difficultés dans notre débat public. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Parce que certains journalistes vont vous évoquer le fait qu'il s'agit de révoltes contre la vie chère. C'est oublier les révoltes de 2017, les révoltes de 2022 et le courage de ces femmes et ces hommes qui incarnent en fait le vrai courage. Celui d'être prêt à payer de sa vie ses convictions. Ce courage qui fait qu'ils sont prêts à mourir pour faire en sorte que leur pays connaisse, eh bien en fait ce que nous connaissons depuis maintenant plus de 70 années, et qui nous paraît tellement naturel, qui nous paraît tellement badac. Je pense que ce combat, nous devons le soutenir, tout d'abord parce qu'il fait écho à la chance que nous avons. Parce que ça nous rappelle que cette chance n'est jamais acquise pour l'éternité, et que donc nous ne devons jamais tolérer les atteintes à la liberté d'expression, et même si nos idées ne plaisent pas à certaines formations politiques, ou à cette structure autoproclamée antifasciste et qui ont pourtant des attitudes qui le sont, eh bien, nous devons toujours nous battre pour permettre à chacune et chacun de pouvoir exprimer ses idées. Nous devons également soutenir ce combat parce qu'on n'est pas libéral pour soi-même. On est libéral si on veut la liberté pour soi, mais aussi si on veut la liberté pour les autres. La philosophie libérale est par essence universelle. On ne peut pas vivre dans une société libérale si on estime être les seuls à pouvoir bénéficier de ces libertés. Et donc, puisque notre projet se veut universel, je vous demande vraiment de partager ce combat, de leur faire savoir via les réseaux. J'ai été contacté à plusieurs reprises par des gens, membres de l'opposition iranienne, qui attendent ce soutien, qui attendent un réveil de la part de nos politiques, des pays européens pour pouvoir les aider et les soutenir dans ce changement. Je vous invite vraiment à mener ce combat libéral avec les Iraniennes et les Iraniens, mais de façon plus globale, avec toutes les personnes dans le monde qui aspirent à partager notre chance, celle de vivre dans une démocratie libérale. Et quand je vous dis d'être fiers d'être des libéraux, ce n'est pas par distraction. C'est le seul modèle de société qui a amené le niveau de galère que nous connaissons aujourd'hui. Alors notre pays a certainement énormément de problèmes, mais n'oubliez jamais qu'il est sans aucun doute l'un des pays où il fait le mieux vivre au monde, et se le rappeler chaque jour permet peut-être aussi de s'engager différemment dans notre combat, soit de citoyen, soit de politique. Alors, le but de ces enjeux, c'est aussi de pouvoir défendre ces principes. Mais pour les défendre, on doit en avoir la capacité. Or, on se rend compte aujourd'hui que l'Union européenne n'a plus la capacité de défendre ses valeurs. Si l'Union européenne est sincère dans sa volonté
de défendre des valeurs et un projet, elle doit alors avoir le courage d'atteindre la souveraineté. Aujourd'hui, l'Union européenne a souvent préféré les postures confortables, les condamnations, les jugements, plutôt que d'affronter la dureté de la réalité. Parce que oui, si nous voulons pouvoir diffuser ces valeurs, si nous voulons représenter encore quelque chose dans le monde, nous devons avoir une puissance militaire autonome. Nous devons avoir une capacité industrielle. Je parlais de l'Allemagne tout à l'heure. Un géant industriel comme l'Allemagne qui aujourd'hui connaît un déclin rapide de son industrie doit nous inquiéter chacune et chacun, car il y a un enjeu économique, mais il y a également derrière un enjeu de souveraineté. L'autonomie aussi sur le plan de l'intelligence artificielle dont on a parlé ce matin lors d'une conférence de presse du mouvement réformateur. Cette intelligence artificielle va transformer la société comme aucune autre révolution industrielle par avant. Or, est-ce que vous savez aujourd'hui, seulement 5% des investissements mondiaux dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle se font en Europe. 52% de ces investissements se font aux États-Unis. 40% de ces investissements se font en Chine. Comment voulez-vous que l'Europe ait encore une place à travers le monde? Lorsque la Chine et les États-Unis maîtriseront l'ensemble de ces technologies et que nous serons dépendants de pouvoir en bénéficier, on sera très malin pour faire des tweets pour condamner l'attitude de Trump ou pour vouloir sanctionner celle de la Chine. Nous n'aurons tout simplement plus rien à dire. Alors, mesdames et messieurs, ces enjeux, parfois, paraissent comme lointains, mais ils vous concernent. Aujourd'hui, au Parlement, on passe des jours à parler du prix de la frite. De savoir si la frite va augmenter de 17. Mais si l'Europe ne retrouve pas une pleine souveraineté, si nous n'abordons pas les défis majeurs comme celui de l'intelligence artificielle, on ne parlera plus de frites, on ne parlera plus de kayak, on ne parlera plus de bien-être, on parlera de survie. Alors, de grâce, si j'ai un vœu à formuler cette année, c'est qu'on retrouve le sens des grands enjeux, des grandes réformes, qui passent par l'Europe, mais aussi, bien évidemment, par notre pays. Parce que l'Europe, ce n'est pas les autres. L'Europe, c'est nous. Alors, ces réformes, on a commencé à les faire, dont une en particulier qui fait beaucoup parler, qui est la limitation du chômage à 2 ans. Cette limitation est présentée par certains comme une grande catastrophe. Alors, je sais qu'on le voit un peu moins en communauté germanophone, mais il se fait que je viens de Mons. Vous connaissez peut-être Mons, c'est une très belle ville au Laurent. Vous connaissez peut-être Charleroi, vous connaissez peut-être Liège, vous connaissez peut-être Albière. Les résultats du chômage est limité dans le temps. Il suffit d'aller se balader dans ces quartiers où parfois l'ensemble de la population n'a jamais travaillé de sa vie. Il suffit d'aller voir dans certaines rues où on est chômeur depuis 3 générations. Il suffit de voir les dégâts sociaux, humains, en matière de santé que l'inactivité peut générer. Alors oui, mesdames et messieurs, je suis extrêmement fier d'être à la tête d'un parti qui a mis fin à une anomalie qui en fait a fait croire aux gens que la solidarité était un Mr Cash et que l'inactivité était un horizon. La solidarité doit aller dans les 2 sens. On doit bien évidemment recevoir l'aide de la collectivité quand on a un accident de la vie. Mais si on veut pouvoir recevoir cette aide, il faut aussi pouvoir contribuer quand on en a la capacité. C'est une règle de base, c'est une volonté qui est simple, celle de remettre le travail au cœur de la société. Alors, ces réformes, vous le savez, elles sont contestées. Elles sont contestées dans la rue, elles sont contestées sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu, à Noël, qu'un monsieur de Charleroi qui fait du pain, un boulanger de Charleroi et plus chez les Mons. J'ai entendu le boulanger de Charleroi qui disait qu'il ne remettrait pas en cause
le chômage limité dans le temps. Ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas changer nos réformes. Ils ne vont pas les remettre en cause. Pourquoi? Parce que ces réformes sont indispensables si on veut donner un avenir à la nation. Alors je leur pose une question. Pourquoi manifester? Pourquoi casser? Pourquoi critiquer? Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, eh bien, nous allons remettre la pension à 60 ans. On va remettre le chômage illimité. On va permettre à des gens de partir à la pension à 55 ans. On va augmenter les subsides et les dépenses. Ils ne proposent pas cela. Parce que c'est juste impossible. Parce que même eux savent que c'est impossible. Parce que le jour où les caisses sont vides, il n'y a plus rien pour personne. Et c'est ça que vous êtes toujours aujourd'hui. Et ce que je veux me faire passer, c'est que oui, ces réformes sauvent notre système social. Parce que sauver le système social, c'est pas de filer les caisses. C'est de s'assurer qu'il en reste toujours au moins un petit peu pour le futur. C'est de s'assurer aussi d'une autre chose. C'est que nos enfants aient un avenir. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque enfant qui naît dans ce pays naît avec une dette entre 50 et 60 000 euros. Un bébé qui vient de l'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne répartit plus la richesse. On vit avec les fruits de la dette. On crée de la dette pour pouvoir continuer à vivre à un niveau de vie qui est complètement déconnecté de nos résultats économiques. Et donc, ça revient de façon assez simple à aller manger au restaurant, à commander du champagne, à prendre du homard et du caviar, et puis à la fin, de téléphoner à votre fils ou votre fille et de lui dire qu'il faudrait passer pour payer l'addition. Est-ce qu'il y en aura dans la salle qui trouverait que ce serait un bon comportement? Pourtant, c'est comme ça que nous vivons quotidiennement. Et c'est à cela que nous voulons répondre. Pour répondre, c'est pas compliqué. Il y a deux axes. Le premier axe, c'est d'augmenter la croissance. Je parlais de l'industrie. On doit réindustrialiser. Et c'est pas par distraction que le MR s'est autant engagé pour sauver le nucléaire dans notre pays. C'est un enjeu de développement économique, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. Ça vous permet d'être moins dépendant de pays comme la Russie, du monde arabe, même des États-Unis, qui restent un allié. Mais un allié ne veut pas dire que l'on partage les mêmes visions. Et croyez-moi, le contrôle est toujours plus sûr que la confiance. Et donc, à ce titre-là, cet engagement qui était présenté comme une querelle politique, c'était plutôt un engagement pour l'avenir. Et le temps nous a donné raison. D'ailleurs, je sais que vous êtes plutôt friand d'actualité en Allemagne. Je pense que la décision prise par Angela Merkel il y a 15 ans est aujourd'hui mauvite chaque jour en Allemagne, compte tenu des difficultés d'approvisionnement énergétique du pays. Alors cet engagement, il doit nous permettre, je le disais, d'augmenter la croissance, mais il y a un autre enjeu, c'est celui de réduire la dépense publique, et j'y reviendrai. Mais et bien évidemment, la gauche a une autre idée. Ils nous disent il faut taxer les épaules les plus larges. Donc faites attention, si vous faites un peu de musculation, vous êtes dans le viseur. Alors moi j'ai essayé de savoir c'était qui les épaules les plus larges. J'ai un peu regardé à gauche à droite. Je vois que pour la gauche, c'est parfois un entrepreneur qui a peut-être 2 ou 3 bâtiments, quelques actions, c'est très très grave. Et puis j'ai regardé, je me suis dit non, ça c'est pas une épaule large. Ça c'est quelqu'un de la classe moyenne qui travaille et qui a un peu réussi. C'est bien, il faut pousser ça. Et je me suis rendu compte, figurez-vous, qu'en fait, il y avait des mutuelles dans notre pays qui ont plus de 6 milliards d'euros de patrimoine privé. Alors, j'ai vu leur défense aujourd'hui. Ils me disent non, non, ce patrimoine, c'est un budget de sauvegarde en cas de difficulté de l'assurance maladie. Alors j'ai été revoir de plus près parce que je me suis dit, Georges Louis, tu as été trop rapide, vous savez bien, hein, vous connaissez, hein, t'es trop vite. Je t'ai vérifié. Ben non, figurez-vous qu'ils sont propriétaires d'hôtels de luxe. Il y a une bonne adresse à Tinan. Il y a des rallyes de voitures de luxe.
C'est une hypothèque qui était d'ailleurs ouverte pendant les guerres. Vous voyez, ils sont pas tout à fait... ils vont pas au bout de leur rêve. Ils ont des actions en bourse, des obligations, de l'épargne. Est-ce que c'est normal que les structures privées qui reçoivent les missions déléguées de l'État arrivent à constituer un patrimoine de plus de 6 milliards qui est constitué par exemple de domaines skiables à l'étranger? Vous avez peut-être un jour été skié dans un domaine qui appartient à une des mutualités en Belgique. Est-ce que c'est normal? Mais je me suis dit, à la rigueur, s'ils payent de l'impôt, c'est pas grave. C'est qu'ils ont bien réussi. Et figurez-vous que c'est pas le cas. Parce que sur les 4 dernières années, les mutuelles ont éludé 400 millions d'euros d'impôts. Comment? Pour une raison qui est simple. C'est que la loi indique très clairement que lorsque des mutuelles vendent les mêmes produits d'assurance qu'une compagnie privée, par exemple la DKV, eh bien les mutuelles ne doivent pas payer l'impôt des sociétés. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Pas monsieur Labi, le président de Solidaris, qui fait les grandes leçons du matin au soir. C'est quand même un homme de gauche. Les hommes de gauche, vous savez, ils ont une grande vertu morale. Supériorité morale, les gens de gauche. Ils savent le bien, ils font le bien, ils sont généreux. Nous, moi je suis avec le droit. Bon, vous voyez, c'est compliqué. Eh bien, figurez-vous, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, normalement, les ASBL qui ont un patrimoine de plus d'1 demi-million d'euros doivent payer une taxe dans notre pays. Une taxe de 0,45% sur ce patrimoine. Sauf les mutuelles. Deuxième fois. Alors là, je me suis dit, c'est plus une erreur, c'est une volonté. La réalité, vous l'aurez compris, c'est que les partis de gauche ont tout fait pour prémunir certains acteurs. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est très simple. C'est que les mutuelles payent les mêmes impôts que les autres. Pas de créer un nouvel impôt, pas de faire un impôt spécifique pour ces structures. Juste le même impôt que les autres. C'est ça l'égalité devant l'impôt. Et pourquoi? Pour utiliser ces 165 millions d'euros afin de baisser l'impôt des personnes qui commencent un emploi. Ils permettent, de votre première année d'emploi, de payer la moitié de l'impôt que vous auriez dû payer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on commence dans un emploi, eh bien souvent, on doit acheter peut-être un véhicule, on engage des frais vestimentaires, toute une série d'éléments qui vous obligent par rapport à votre travail, eh bien pour donner un pied à l'étrier et permettre aux gens de comprendre qu'ils ont un intérêt à travailler, nous voulons utiliser ces moyens pour pouvoir leur donner un coup de boost dès le départ. Alors, j'ai été surpris. Parce que moi, je croyais que les mutuelles allaient me féliciter. Et me dire, Georges-Louis, tu as raison, nous sommes des gens solidaires, et donc on va être solidaires avec ces jeunes travailleurs. Eh ben non. Vous savez ce qu'ils ont été faits? Ils ont été dans les journaux expliquer qu'en fait, ils allaient être obligés d'augmenter les cotisations des gens. Donc ils ont 6 milliards de patrimoine. Alors là, j'ai deux choses à vous dire par rapport à ça. La première, c'est très bizarre. Parce que lorsque la gauche dit on veut taxer les banques, ils ne s'inquiètent pas de savoir si les banques vont augmenter les frais bancaires, par exemple. Vous savez, les frais que vous payez tous les mois, les 3,75 €, 3,50 €, vous payez tous les mois. Bon. Là, ça ne pose pas de problème. Mais il y a surtout un deuxième élément majeur. C'est qu'il faut quand même le rappeler. Personne n'est obligé d'avoir une mutuelle. Et c'est là d'où vient l'ambiguïté. C'est que vous avez une couverture sociale qui est garantie par la cotisation sociale. Les gens pensent que c'est leur mutuelle qui les rembourse. Mais la mutuelle n'est qu'un intermédiaire inutile. Et particulièrement inutile à l'époque de l'intelligence artificielle. Pour avoir le remboursement de vos soins de santé, vous pourriez introduire votre carte d'identité dans un lecteur et automatiquement avoir le montant que vous devez payer et le médecin se faire créditer son compte. Ça prend une fraction de seconde avec un logiciel informatique. Toute la machinerie des mutuelles n'est pas indispensable. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas choisir les mutuelles, vous pouvez vous trouver dans la seule caisse de l'État qui est la CAMI. Donc, l'idée de dire qu'aller demander aux mutuelles leur dû engendrerait une augmentation pour le citoyen qui est fausse.
C'est un argument qui est utilisé pourquoi? C'est exactement la même motivation que les syndicats qui se sont opposés au chômage limité à 2 ans, parce que ça leur fait perdre des milliers d'affiliés du jour au lendemain. C'est un argument pour préserver un business model. Ce business model, c'est le business model de la misère, de la précarité, de la maladie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un malade de plus, les mutuelles touchent plus d'argent. À chaque fois qu'il y a un chômeur de plus, via une frais de gestion, les syndicats touchent plus d'argent. Et vous verrez que dans les prochaines semaines et prochains mois, vous verrez une série de centrales syndicales qui auront des difficultés financières. C'est normal. Une grande partie de leur business, de leur financement vient du nombre de chômeurs indemnisés. Vous avez compris pourquoi ils n'étaient pas fourres? Alors, quand les gens sont agressifs, souvent, il y a question d'argent derrière. Franchement, c'est malheureux, mais souvent c'est. Donc, ne croyez pas que les réformes que nous prenons sont des réformes inhumaines. C'est au contraire des réformes qui visent à rendre notre État plus efficace. Et pour le rendre plus efficace, nous devons aussi, et surtout, réduire la voie publique. L'État dépense trop. On dépense aujourd'hui 55% de notre PIB en dépenses publiques. Les Pays-Bas font le même travail pour 45%. Et quand je dis le même travail, c'est parce que je ne veux pas comparer les routes de Wallonie avec les routes aux Pays-Bas. C'est parce que je ne veux pas comparer la rapidité de la justice aux Pays-Bas avec la rapidité de la justice en Belgique. C'est parce que je n'ai pas voulu abuser sur le fait que le taux d'emploi aux Pays-Bas est de plus de 80% pour un taux d'emploi de 72% en Belgique, dont 65% en Wallonie. Et donc, les Pays-Bas affichent les meilleurs indicateurs européens, dont le plus haut niveau de pension. Et pourtant, ils arrivent à faire cela en dépensant proportionnellement moins d'argent public. Comment faut-il? C'est pas compliqué. Ils ont un gouvernement. Il faut réduire le nombre de ministres. On l'a déjà fait. Il y a 9 ministres de moins dans les gouvernements qui ont été formés par le mouvement réformateur entre la législature précédente et l'actuelle. Mais il faudra aller plus loin. Et nous espérons que Bruxelles pourra donner l'exemple. Deuxième élément, on doit supprimer les provinces. C'est l'engagement qu'a pris le gouvernement wallon. Ça ne veut pas dire supprimer les services provinciaux. Bien évidemment que l'enseignant qui donne cours dans le réseau de la province va continuer à donner cours. On a besoin de lui. Par contre, est-ce que l'enseignant a vraiment besoin d'avoir autant de conseillers provinciaux? Est-ce que l'enseignant a vraiment besoin d'avoir un député provincial au-dessus de sa tête? Je ne crois pas. Je pense qu'on s'en sortira si il a un ministre comme l'ensemble des autres enseignants. On doit également aller plus loin dans la fusion entre les communes et les CPS, mais aussi, je le dis, on doit avancer sur la fusion commune. Si toutes les communes en Wallonie faisaient au minimum 15 000 habitants, nous pourrions économiser 160 millions d'euros chaque année. Alors, bien sûr, on peut trouver d'autres critères. Bien sûr, on va rentrer dans le détail et je lancerai une initiative auprès des bourgmestres libéraux sur le sujet. Mais considérez qu'à une époque, avec autant de facilités numériques, avec une capacité de déplacement aussi grande, avoir le même nombre de communes que dans les années 70, ça n'a plus beaucoup de sens. Enfin, un dernier mot sur le sujet qui vous concerne très directement, c'est la suppression du Sénat. Il faut avancer et conclure la suppression du Sénat. Néanmoins, cette suppression du Sénat emporte une conséquence extrêmement négative et dommageable pour la communauté germanophone, c'est le fait de ne plus avoir de représentation garantie au niveau fédéral. Je me suis engagé auprès de Grégor, et il le sait, nous avons mené les démarches au Sénat, nous les menons au Parlement, je les ai menées auprès du Premier ministre et nous allons continuer. Nous voulons, suite à la suppression de ce Sénat, pouvoir établir une représentation garantie de la communauté germanophone au sein du Parlement fédéral. Ça n'est que justice, parce que vous êtes une partie intégrante de notre pays. Vous êtes d'ailleurs une des entités les plus efficaces en termes d'emploi, de gestion publique, d'enseignement, et donc le fait de pouvoir bénéficier de votre expertise
au sein du Parlement fédéral. Et justice, je le disais, par rapport à l'idée qu'on a de la Belgique. La Belgique, c'est 3 langues, c'est pas 2 grandes communautés, c'est 3 langues dans notre pays. Et il faudra que je redescende en allemand aussi. Déjà que j'ai pas terminé en néerlandais, donc j'ai mis un président de parti. Mais ça n'est que justice, mais surtout, je le disais, je crois que la capacité de gestion aussi de la communauté germanophone a été démontrée, donc ce sera un atout profitable pour chacune et chacun. Nous continuerons le combat, je demande vraiment de vous mobiliser autour de vos représentants, de Sacha, de Grégor, autour de cela, mais vous pouvez vraiment compter sur le mouvement informateur pour aller de l'avant sur le sujet. Alors je ne serai pas beaucoup plus long, j'aurai juste un mot à vous faire passer, parce que commence à faire chaud. Puis on a envie d'un petit verre, on a quand même bravé la neige. Mais je vais finir un mot sur le plan interne. Je sais que, et ça peut être variable de région à l'autre, que nos réformes font énormément de débats. Mais moi, je vous dirais une chose. Ne vous excusez pas. N'ayez pas peur. Ce que nous faisons est en fait simplement ce que nous avons indiqué pendant la campagne. On avait promis de réduire la défense cuve. On avait promis de limiter le chômage d'emploi. On avait promis de renforcer la sécurité et de réduire l'immigration clandestine. On a promis également de pouvoir renforcer le sentiment d'appartenance à la Belgique. Raison pour laquelle nous allons déposer un texte au Parlement pour durcir les conditions d'accès à la nationalité belge. Parce qu'aujourd'hui, on peut rater son parcours d'intégration et malgré tout obtenir la nationalité belge. Alors notre pays doit bien évidemment être un pays ouvert, un pays qui accueille. Mais c'est aussi un pays qui doit être respecté. Alors je voudrais rappeler par rapport à cette initiative qu'être belge, ce n'est pas un droit, c'est un honneur. C'est faire partie d'une communauté, d'un pays, qui est un des pays les plus progressistes du monde, où le niveau de vie est un des plus élevés, où nous partageons un projet et un idéal libéral. C'est la raison pour laquelle ce texte constitue pour nous un élément important de signal qui veut à la fois récompenser les femmes et les hommes qui viennent dans ce pays pour le bâtir, pour le construire, mais qui veut aussi envoyer un signal à celles et ceux qui pensent que la Belgique serait un paillasson sur lequel on courrait s'essuie. Alors, mesdames et messieurs, je vous le disais, un dernier mot interne pour vous dire d'avoir du courage. Parce que, bien sûr que faire des réformes, ça n'est pas ça. Vous savez, le meilleur moyen de rester populaire, c'est de rien faire. Et donc, on aurait pu très bien occuper le pouvoir, faire plus ou moins comme avant, et de se dire que ça allait bien se passer. Moi, je ne crois pas que ce soit la solution. C'est pas la solution parce que si on fait de la politique, c'est parce qu'on estime qu'on a une responsabilité pour nos concitoyens, mais aussi pour les générations futures. Mais j'ai aussi cette conviction, c'est que les électeurs sauront reconnaître les gens courageux, les gens cohérents et les gens honnêtes. Parce que vous savez, on peut mentir. C'est vrai qu'il en reste parfois quelque chose, mais le temps donne toujours raison à celui qui est juste. On ne peut pas mentir à tout le monde tout. Et moi, je suis certain qu'à travers les prochaines années, en mettant en œuvre nos réformes, en les expliquant, en étant sur le terrain, parce que oui, mesdames et messieurs, vers s'il neige, il faut mettre ses bottes de neige. Mais la campagne, c'est pas que pendant la période électorale. C'est tous les jours. Et aujourd'hui, notre campagne, c'est convaincre sur le bien fondé de nos mesures. C'est l'expliquer, c'est déconstruire les fake news. Alors en 2026, soyez heureux. Parce que c'est quand même le but, ouais. C'est le but, quand même, de tout ce qu'on fait. Il faut se lever le matin avec cette ambition. Parce qu'être heureux, c'est d'abord une ambition. Soyez heureux, soyez courageux, et plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux, une excellente